Des comics à 1 euro? Oh, mais, mais c'est du Green Arrow, du Renaissance, du Rebirth, du New 52. 1 euro? Comics? Chérie! Chérie! Prends ton manteau! On va promener! Bonjour à toutes, bonjour à tous! Bienvenue dans ce nouveau Read Club. Je vous le tease depuis une semaine. Oui, j'ai trouvé des comics à 1 euro pièce. Et pas des souples, hein, pas des anciens. Des comics cartonnés. C'est même du Delcourt pour les deux, donc quand même des éditions qui sont généralement bien ficelées. Où j'ai trouvé ça, hein, mais je vous dis tout de suite, c'est pas sur Le Bon Coin, c'est pas sur du Vinted, c'est pas dans des bourses aux livres, c'est à un autre endroit que moi-même j'avais oublié qu'on pouvait faire ces bonnes affaires. Alors, on va faire ce qu'il faut, hein. Je vais vous le dire après la présentation. Deux séries, car c'est bien 2 séries complètes, du coup, que j'ai acheté pour même pas le prix de un comics, même pas le prix d'un tome habituellement. Alors, ce sont 2 séries que je ne connaissais vraiment pas, et je vous avoue que si c'était pas du comics à 1 euro, j'y serais pas allé. Simplement, tout simplement, hein, faut bien l'avouer. Hein, et puis voilà. Alors, je vous mettrai les références au moins des premiers tomes en description. Et si vous les connaissez, si vous avez envie de défendre ces comics, vous le savez, hein, les commentaires sont là. Ou bien si vous avez un complément d'information, hein, vous le savez maintenant, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Moi, qu'est-ce que je fais? J'épingle votre commentaire. C'est arrivé notamment la dernière fois sur la vidéo Gaston Lagaffe, là, où quelqu'un donnait vraiment des informations intéressantes sur l'histoire de Gaston Lagaffe. Et donc, c'est un plaisir comme ça de vous mettre en avant, vous qui amenez des informations, parce que finalement, hein, il reste des amateurs qui parlent de notre passion et qui avons des informations à gauche à droite parce qu'on s'est renseigné, mais bon, on n'est pas journaliste, hein, c'est vrai. Alors, la première série est en 7 tomes. Vous imaginez, 7 tomes fois 1, 7. Bravo, vous maîtrisez votre table de 1 qui va être très importante aujourd'hui. Et c'est une série dont l'idée vient de Kirkman. Vous savez, Kirkman, c'est The Walking Dead, hein, hyper connu grâce à ça. Et puis finalement une série qui a été remise en avant grâce à sa série sur Amazon Prime, et bien c'est Invincible, qui est peut-être une des meilleures séries régulières, la plus dynamique et celle qui a vraiment une chouette dynamique, une chouette ambiance. Ça reste violent, ça reste adulte, avec un brin de Ultimate, hein, si vous n'avez jamais été voir Invincible. D'ailleurs, je vais sûrement vous en faire une vidéo à un moment donné. Ça ressort en intégral, j'attends la 12e. Et donc, cette série, comment elle s'appelle? C'est Le Maître Voleur. Donc, c'est en 7 tomes. Alors, Kirkman sera au scénario au début. Et puis, et au dessin, on a Martin Brove, tout du long. Et puis au scénario, il est aidé, notre Robert Kirkman. Il sera aidé par Spencer sur le premier tome, Atmus sur le deuxième, Deagle sur le 3 et le 4. Et puis, est-ce que c'est à partir de Deagle? Oui, c'est à partir de l'arrivée de Deagle, donc à partir du tome 3, si je dis pas de bêtises. Non, sur le 3, il y a encore Deagle, Asmus et Kirkman. Et à partir du tome 4, c'est Deagle qui va être seul scénariste de tout ça. L'avantage, quand même, c'est que dire sur ces 7 tomes, on a regardé au dessin Shaw Matinbro tout du long, et je pense que même, je regarde jamais ça suffisamment, le coloriste Adriano Lucas, Luca,
Ouais, ça semble être lui tout du long. Donc voilà, ouais. Après, c'est du... Ah, non, il y a juste le dernier tome qui est de Lewis. Alors, en termes de dessin, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, voilà, voilà. C'est des traits au final assez simples, mais avec des fonds, des traits assez simples pour les premiers, un peu, au final, un peu peut-être à la Walking Dead, là, petite scène d'action, voilà, hein. Tac, 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 tac. Hop, voilà, voilà, voilà. De quoi il en retourne, hein. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est le maître voleur? Alors, on suit un homme qui s'appelle Conrad Paulsen, qui est surtout connu pour être Redmond, un des plus grands voleurs de l'histoire. Il a réussi des casses un peu fous. C'est drôle, je parlais de Batman Killing Time à une ambiance Ocean's Eleven. Là, on y est totalement, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ce Redmond, hein, ce fameux voleur, veut prendre enfin sa retraite. Parce que vous doutez bien que ce métier de voleur, ça lui a amené des soucis au niveau familiaux avec sa femme et son gamin. Il fait équipe avec une jeune femme qu'il a lui-même formée à un moment donné. Et puis il décide de mettre fin à tout ça. Mais forcément, quand on a été le plus grand voleur du monde, on ne sort pas des affaires comme ça, hein. Il y a des partenaires, des commanditaires qui ne veulent pas perdre un petit peu leur poule aux œufs d'or. Et donc, ce qui se passe là, c'est comme dans le scénario, il y a son fils qui a toujours voulu être comme papa, montrer à papa qu'il voulait être un grand voleur, qui va rentrer dans le, qui va rentrer dans le jeu et qui va empêcher d'une certaine manière son père de sortir facilement de ce jeu, de son activité de voleur. Voilà. C'est très bien écrit. Moi, je trouve que ça, c'est dynamique, ça se lit très facilement. Franchement, je pense que j'ai quasiment, à chaque fois que j'ai ouvert un tome, j'ai quasiment lu d'une traite, hein. Si je me suis entrecoupé, c'est parce que j'avais des obligations. Mais généralement, j'ai quasiment lu les 7 tomes en une semaine. Comme quoi, c'est très facile, c'est très dynamique. Il n'y a pas du blabla pour rien. Sauf la dernière partie. J'y reviendrai juste après. Mais sinon, c'est vraiment assez bon. On a des zones de passé pour comprendre le passif de Redmond, hein, Conrad, euh, pour bien comprendre tout ce qui s'est passé au niveau familial, tout ce que son activité a produit comme échec, comme perte dans son passé, hein, qui nous fait comprendre aussi au bout d'un moment pourquoi il veut arrêter, et, euh, et aussi des flashbacks qui viennent nous mettre les pièces de comment il va s'en sortir. Vous voyez, vraiment à l'Ocean's Eleven. Là, il va être pris. Est-ce qu'il y avait pensé? Est-ce qu'il n'y avait pas pensé? Parce que toujours du, c'est pas toujours du, on a tout calculé et on va vous entourlouper. Ok? Là, il y a de temps en temps, oui, ils avaient prévu des choses et de temps en temps, on se rend compte qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça et qu'ils vont devoir, voilà, se, s'en sortir d'une autre manière. Donc voilà. C'est très bien écrit, c'est sympa. Alors je vous avoue que tant que c'est Kirkman au scénario, c'est assez sympa. Deagle, il y a une première, on va dire qu'il y a une première grosse histoire qui dure sur les 4 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, sur les 4 premiers tomes, et à partir du 5, il y a un petit, quelques mois plus tard, pour retrouver les personnages. Alors là, c'est Deagle qui est dessus et il retombe bien sur ses pattes, mais on sent qu'il a travaillé à Kirkman et donc il maîtrise assez bien son sujet. Et à partir si je dis pas de bêtises, à partir du tome, ouais, c'est ça, à partir du tome 6, le tome 6, ça va encore. Ça monte bien en puissance, mais le tome 7 est un peu trop dans le blabla. L'explication compliquée, parce que ça part de détournement,
comment fonctionnent des entreprises, de ouais, si on fait ça, les placements, ça va chuter, et puis le cours de la bourse, etc. Et ça devient compliqué, ce que la série n'est pas sur le reste de l'histoire. Le début de la série, c'est des bonnes machinations, des bons stratagèmes qui nous amènent au dénouement un peu de chaque case, de chaque run, de chaque petit partie de cette grande histoire. Et là, ça se perd dans le dernier, c'est dommage, dans beaucoup de blabla. C'est peut-être le dernier tome que j'ai eu où j'ai eu un peu plus de mal. Mais ça reste pour moi une série qui mérite qu'on s'y intéresse. Et c'est drôle. C'est drôle parce que là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'ai bien aimé Walking Dead, hein. J'ai même adoré sur le début, mais au bout d'un moment, je trouve que les mécaniques étaient redondantes, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On rencontre une nouvelle colonie, il y a un grand arrêt qui est à sa tête, et puis finalement, on démonte ce grand arrêt, ce grand dictateur, vous voyez ce grand chef complètement pété du ciboulot, et puis on reprend sous la gouverne cette petite communauté, puis on avance comme ça jusqu'à Negana qui reste là, comme si on avait enfin trouvé, alors qu'on aurait pu très bien avoir un personnage comme ça qui reste encore plus second. Donc, je trouvais ça que ça traînait sur la fin. Et c'est drôle comment pour Kirkman, finalement invincible, pour l'instant sur 11 tomes, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai vraiment pas ce sentiment-là, ça rebondit encore dans tous les sens, c'est encore hyper dynamique. On a placé des choses dans un tome, on revient les chercher pour en faire quelque chose de nouveau. C'est super gai, pourtant Invincible a mis plus de temps à s'imposer que Walking Dead. Peut-être que Walking Dead est tombé dans un moment, hein, pour en débattre dans les commentaires, à un moment donné où les zombies étaient revenus à la mode et donc hop, il en a profité là. Peut-être qu'Invincible est arrivé à un moment donné où les super-héros n'étaient plus à la mode. Et puis voilà, hein, jusqu'à ce que Amazon Prime peut-être chope le truc en disant hey, un truc de super-héros qui coûte pas trop cher pour avoir les droits d'auteur. Et donc, il y a peut-être de ça. Et là, je me dis, le maître voleur, moi, je ne le connaissais pas du tout. Alors, peut-être que c'est passé sous mes radars total, hein, mais voilà, c'est quand même une série de quelle année, ça? Ouais, c'était le dépôt légal, là, est en 2012. 2012, donc c'est une série qui a 11 ans. Et pas du tout. Et alors que c'est vraiment très sympa. Donc c'est drôle que Kirkman a mis autant de temps. Et pour les jeunes, peut-être qui regardent, c'est cool, hein. On peut faire des choses très bonnes et être découvert malheureusement très tardivement. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Une chouette découverte que encore une fois, je vous répète, hein. Hein. Si c'était pas 1 euro le tome, comme personne n'en parle, jamais je n'y serais allé. Clairement, jamais. La deuxième, euh, la deuxième série, celle-là, elle est en 2 tomes. Euh, Ça s'appelle L'étrange vie de Nobody Owens. Alors, c'est noté Neil Gaiman, hein, mais en fait, c'est un Neil Gaiman, c'est Sandman. Ouais, je dirais Sandman principalement. Un Gaiman a aussi servi sur des Batman. C'est Batman. Non, c'est pas Batman Grave. Je ne sais plus quel Batman. Si vous avez le souvenir, mais Gaiman a fait du Batman, mais aussi une histoire hors continuité, comme ceci, et ça a été adapté. Et là, l'étrange vie de Nobody Owens, j'ai bien expliqué derrière, euh, c'est d'un de ses romans que moi je ne connaissais pas personnellement, je ne suis pas très roman pour le coup. Et donc c'est adapté par P. Greg Russell, hein. Euh, et en dessin, il y a plein de gens différents. Il y a même Greg Russell, pour le coup, je vais le dire comme ça, qui présente, qui fait la première partie. Et puis il y a de tout, hein. Kevin Nolan, Tony Harris, Scott Hampton, Galen Showman, Jill Thompson, Stephen B. Scott. Je vois que B. Scott, petit B. Scott. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Thomas Stephen B. Scott. Euh,
Non, pas de mettre de commentaires là-dessus, franchement. Et dans le deuxième tome, c'est en deux tomes, un David Lafuente, Scott Hampton, Kevin Nolan et Galen Showman. Donc voilà, les équipes tournent un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, Nobody Owen, c'est ce petit garçon-là, dont les parents se font, et le frère ou la sœur, se fait assassiner par un assassin qui s'appelle Jack. Et ce qui se passe, c'est que Nobody Owens, il s'appelle comme ça parce qu'il n'a pas de nom. Donc Nobody. Euh, Part de sa maison alors qu'il est tout petit bébé et se retrouve dans un cimetière. Et qui va le sauver dans ce cimetière? Les fantômes. Et Silas, qui, ben, on le voit, hein, même si c'est jamais clairement dit, c'est clairement un vampire. Hein. Et donc, ce Nobody, Owens, pourquoi? Parce que la famille Owens sont les morts qui vont l'accueillir, vont accueillir ce bébé, et ce bébé va grandir dans ce cimetière. Et il va obtenir des pouvoirs, il va en tout cas apprendre à avoir des pouvoirs, comme par exemple la capacité de se rendre inintéressant, de disparaître aux yeux du public à tel point que les gens ne vont plus se souvenir qu'il était même là, tellement il est insipide, transparent. Voilà. Il va apprendre comme ça quelques pouvoirs. Il va faire des rencontres mystiques, fantomatiques, des rencontres du monde de la mort, du monde de l'occulte, hein, avec quand même en trame de fond, parce que ça a quand même un intérêt, pourquoi on a essayé de le tuer, simplement. Alors, ça se présente à chaque fois, vous voyez, sous la forme euh, d'une petite histoire, comme ici. Comment Nobody vient au cimetière. Et on voit à chaque fois par qui c'est illustré, vous voyez, et on a comme ça. Alors, des fois, c'est ça qui est drôle parce que, voilà, la première histoire, elle fait 35 pages. Hein, par exemple, l'ami, voilà. On sait ça à chaque fois. Donc, on a des styles de dessin différents, mais proches, ok? Et ces histoires vont varier en taille, c'est-à-dire que là, carrément, il y a un moment donné, il y a une partie qui fait 140 pages. Donc, vous voyez, c'est pas réellement même un format comics traditionnel. On varie sur le nombre de pages. Sur le dessin, moi je trouve que de temps en temps, et on a des choses comme ça, de temps en temps, j'ai eu l'impression pour ceux qui ont lu peut-être l'Omnibus ou les tomes classiques, hein, mais l'Omnibus qui était sur Side Comics, de voir Lock and Key de temps en temps dans le look qu'on pouvait. J'ai eu cette impression-là. J'ai vraiment eu cette impression très, 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 très cool. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment de tout. Regardez ça, j'ai eu l'impression, c'est sur ce dessin-là, sur le deuxième tome. Alors, c'est dans l'ambiance, j'ai bien aimé parce que c'est différent. Et là, attention, parce que c'est un côté, c'est pas des contes horrifiques, clairement pas. C'est pas de l'horreur, même s'il y a certaines situations qui font penser à de l'horreur, des fois avec certaines créatures des mondes obscurs, mais néanmoins, c'est pas hyper dynamique. Vous voyez, il y a ce voile mystique qui est là tout le long. Cet univers un peu particulier. C'est pas du bing bang boom de la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de l'action tonitruante là-dessus. Hein. Il y a quelques moments, mais c'est comme ça cette ambiance, et donc c'est, je dirais peut-être pour lecteur averti. Le premier tome, je l'ai lu plus lentement, vraiment, quasiment une histoire par semaine, voire deux, sur le premier tome, et le deuxième, j'ai dévoré. Je pense que le deuxième, je l'ai lu, hop, le deuxième, je l'ai lu en une journée. Vous voyez, quand je dis ces créatures un peu particulières, je l'ai lu en une journée, et aussi parce que dans le deuxième, ben, il y a le dénouement.
on sait qui est Jack, on sait le pourquoi du comment, notamment sur ce récit, sur cette partie de 140 pages où je l'ai dévoré, et parce que là, c'est plus dynamique. Sur la première partie, il y a beaucoup de choses qui sont comptées, vous voyez, dans des cases à part, etc., qui parlent de l'ambiance. Dans la deuxième partie de l'histoire, on est plus dans des dialogues, dans des choses comme ça, et on est moins dans du descriptif. Donc voilà, deux récits. Deux récits qui sont sur lesquels j'aurais clairement pas été. D'ailleurs, celui-là, c'est drôle parce que c'est pas moi qui l'ai pris. Pour moi, j'ai pas capté que c'était spécialement du comics. Je vais dire, hein, même si quand on les a comme ça, ouais, on peut dire de la BD américaine, hein, on a déjà parlé, hein, on sait pas ça. C'est ma femme qui m'a dit, oh, regarde, moi j'ai trouvé ça, c'est en deux tomes, elle dit, j'ai regardé, et puis je vois Neil Gaiman et ça me dit quelque chose, comme je vous l'ai dit, par rapport au Batman. Je me dis, oui, mais ce gars-là, il a fait d'autres choses que ça. Et puis voilà, j'ai vu Sandman derrière, etc. Donc je dis, oh, ben, écoute, je vais te le lire, je vais lire ça. Et d'ailleurs, je pense qu'elle ne l'a toujours pas lu. Sinon, je serais peut-être venu en parler là à côté de moi une fois, hein, de pouvoir débattre du coup, hein. Donc voilà, voilà. Si vous tombez là-dessus, peut-être en occasion, parce que je pense pas, je suis même pas sûr que vous puissiez encore trouver neuf. Tiens, l'étrange vie de Nobody Owen, euh, 2000, 2016, c'est sorti en 2008 aux États-Unis et là le dépôt légal mai 2015. Mai 2015. Donc peut-être encore moyen de le trouver. Et d'ailleurs c'est drôle parce que je les avais à peine trouvé à 1 euro, que le hasard fait que c'est paru dans mes Vinted en proposition. Donc voilà. Voilà. Mais si justement je n'ai pas trouvé ça sur Vinted, sur le Bon Coin, dans une bourse aux livres, où j'ai été chercher ça à 1 euro, il y a qui fait le fier. Alors, il avait la réponse. Non, mais simplement dans une bibliothèque. On oublie très souvent, que ce soit en BD, en roman, etc., que régulièrement, les bibliothèques font sortir des bouquins parce qu'ils doivent en racheter d'autres, ils n'ont pas d'espace illimité, et donc quand ils déstockent bien, quoi. De temps en temps, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais même tombé sur des bouquins totalement gratuits parce qu'ils avaient acheté à une époque 2 fois la série et qu'ils ont réussi à vendre la première et la deuxième partait pas, donc ils l'ont donné. Le hasard fait que je vous avoue qu'à 1 euro, je prends. Et donc là, j'ai eu à 1 euro. C'était tous les livres à 1 euro. Et cette semaine-là, c'était le comics. Et ils me disaient que la semaine d'avant, ils avaient fait tous les manuels d'école à 1 euro et qu'ils allaient faire du roman à 1 euro la semaine d'après. Donc ils disaient de temps en temps. Faut rester abonné au compte Facebook ou autre. Donc je vous invite, hein, si vous avez une bibliothèque à côté de chez vous, de regarder s'il n'y a pas une page Facebook, parce que ça arrive sûrement. Ça arrive sûrement, et donc c'est le bon plan que moi j'avais un petit peu perdu des radars. C'est vrai qu'il y a 4 5 ans, j'avais complété des collections BD franco-belges là-dessus. Et là, c'est vrai que tout doucement, ben, eux aussi, ils essaient de faire découvrir le comics. Et c'est vrai que généralement, quand ils prennent du comics, du coup, ils vont pas forcément taper dans du super-héros. Ils vont taper des choses comme ça. Donc voilà. Le bon plan, si vous l'aviez oublié, vous pouvez me dire en commentaire. Ouais, moi je le fais régulièrement. Euh, ce genre de petite opération. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, parce que c'est clairement pas de l'actualité, hein. C'est c'est des découvertes. C'est des découvertes. euh, Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. D'ailleurs, un grand merci parce que les 2 vidéos de la semaine dernière, ça fait toujours plaisir. Elles sont quasiment à 600 et 700 vues là en une semaine, hein. C'est un beau succès de chaîne, hein. Oui, sur YouTube, on le sait, c'est pas grand-chose. Mais imaginez-vous, vous êtes dans une salle et il y a une salle de 700 personnes qui vous écoutent. Mais c'est quand même vachement valorisant et ça peut être vachement impressionnant. Et en plus, les abonnés, ben c'est pas mal. On est arrivé à 725 abonnés, tout doucement, ça avance. J'ai l'impression de plus en plus vite, hein, 1 à 2 nouvelles personnes quasiment par jour. Là aussi,
Ouais, mais sur YouTube, oui, mais dans la vie, est-ce qu'on rencontre tous les jours une personne qui a envie de venir vous écouter 1 à 2 fois par semaine? C'est quand même bien sympathique. D'ailleurs, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle comics, on parle un petit peu de BD franco-belge et un tout petit peu de manga de temps en temps. Même de temps en temps de séries, c'est vrai. Bienvenue. Et nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!